Donc la Baudroie des Abysses. Test, test, 1, 2, test, 1, 2. Je m'appelle Joanne Samson. Je travaille pour l'Institut Magnus de Londres. Il s'agit d'un institut dédié à la recherche académique en ce qui a trait à l'ésotérique et au paranormal. La chaire de l'Institut m'a récemment octroyé le titre d'archiviste en chef à la suite du départ de mon prédécesseur et ex-archiviste en chef, un certain Gerald Robinson, qui s'est éteint récemment. Je travaille pour l'Institut Magnus à titre de chercheuse depuis 4 ans et je suis plus que familière avec leurs contrats et projets les plus significatifs. La plupart de ces cas se terminent en cul-de-sac, bureaucratique, et c'est bien prévisible puisque les actes surnaturels offrent plus souvent qu'autrement une résistance à nos conclusions les plus simples. Cela étant dit, il y a une véracité à plusieurs des cas investigués par l'Institut Magnus. Hélas, il arrive qu'une enquête dépasse nos délais logistiques, et c'est à ce moment qu'elle est transférée aux archives. Notre institut fut fondé en 1828, ce qui implique que ses archives contiennent presque 200 ans de cahiers résolus. Combinez ceci avec le fait que la majorité de l'institut préfère sa tour d'ivoire d'académistes puritains au travail complexe d'organiser les déclarations et les plus récentes expériences, et vous trouverez la recette pour une organisation impeccablement bordélique, archivistique. Malgré tout, ce n'est pas un énorme problème, puisque l'indexation moderne est une merveille en soi, et un archiviste à peine compétent peut aisément garder le tout en ordre. Gerald Robinson n'était pas ce type d'archiviste. D'où je suis, je peux voir des milliers de dossiers. Plusieurs sont étalés un peu partout, et d'autres sont écrasés par de lourdes boîtes non identifiées. Quelques-unes portent une date ou un identifiant du genre 8691GH. Ce n'est pas tout, mais certaines portent une note manuscrite ou écrite à la machine, sans toutefois avoir de matériel audio ou visuel qui les accompagnerait. En fait, je crois que le premier ordinateur à n'avoir jamais entré dans ce local est celui que j'ai amené avec moi ce matin. Plus encore, il semble que beaucoup du matériel des archives ne soit que des déclarations simples et qu'il n'y persiste que très peu de détails des enquêtes elles-mêmes. Ça me prendra certes beaucoup de temps pour organiser ce fouillis. J'ai réussi à m'assurer les services de 2 chercheurs pour m'aider à ma tâche. Bon, bien en théorie ils sont 3, mais je me garde bien de répertorier Martine puisqu'il est improbable qu'elle ne contribue à autre chose qu'elle ne nous crée des délais. Mon plan consiste donc à numériser autant de dossiers que possible et d'en enregistrer des versions audio sur mon portable. Il s'avère cependant que plusieurs devront être faites analogiquement à l'aide de cet enregistreur de cassette, et ce puisque, peu importe le nombre de tentatives d'enregistrement que je fais, elles sont toutes parasitées de distorsions significatives. Donc je serai accompagnée de Tim, Sacha, je suppose de Martine, et nous serons à même de conduire des enquêtes supplémentaires pour ajouter des détails manquants aux cas que nous avons. Je tenterai de présenter les cas de la manière la plus succincte dont je le puisse à la fin de chacune des déclarations. Je ne peux malheureusement pas promettre un ordre chronologique ou thématique de ces déclarations, et je ne peux que m'en excuser pour tout chercheur futur qui tenterait d'utiliser ces fichiers pour leurs propres enquêtes. C'est probablement assez de temps à me fondre en excuses quant au désarroi que m'afflige ce lieu. Ainsi, je propose que nous débutions le travail. Déclaration de Nathan Watts traitant d'une rencontre au vieux marché portuaire d'Édimbourg. Une déclaration originale fut donnée le 22 octobre 2018. Cette captation est effectuée par Joanne Samson, archiviste en chef de l'Institut Magnus de Londres. Début de la déclaration. Tout ceci est survenu il y a quelques années, alors je vous prie de m'en excuser la maladresse de certains détails. Je tiens à dire que je me souviens clairement des événements, mais que quelque chose cloche, à un tel point que je doute un peu de moi-même. Mais bon, c'est bien vous qui gérez les trucs qui clochent, non? Alors, j'étudiais à l'université d'Édimbourg,
J'étudiais la biochimie, pour être précis, et j'en étais à ma 2e année au moment des faits. Je n'étais pas dans quelque résidence ou campus que ce soit à ce moment. Non, j'avais loué une chambre dans une colocation dans le quartier sud de la ville. Pour être parfaitement honnête, je ne me suis pas trop mélangée avec mes colocs. J'avais pris une année sabbatique après la fac et mon anniversaire est dans la mauvaise partie de septembre, alors j'avais presque 2 ans de plus que mes pairs au début du programme. On s'entendait tous très bien, vous comprenez, mais j'avais plutôt tendance à traîner avec les étudiants plus âgés. Voilà donc pourquoi j'étais à la fête. Michael Macaulay, un bon ami à moi, venait d'être accepté à la maîtrise en sciences de la Terre, et nous avons décidé qu'une célébration était en règle. Bien, une fête n'est possiblement pas le meilleur terme. Nous avons plutôt envahi l'Albanach en bas du Royal Mile et avons bu et fait du vacarme si tumultueux que l'arrière du pub était maintenant nôtre. Je ne sais pas si vous connaissez bien ces petits pubs écossais, et plus précisément ceux d'Édimbourg, mais l'Albanach offre une sélection de simple malt fort distinguée, et il se peut que j'en ai abusé. J'ai de vagues bribes de Mike qui me suggère de ralentir le tempo, et de moi qui lui réponds par quelques jurons en ajoutant qu'il ne sait pas faire la fête à sa propre fête. Ou du moins quelque chose de la sorte. Pour vous faire ça court, j'ai été violemment malade aux alentours de minuit et j'ai pris la décision de retourner chez moi en marchant. J'étais tout au plus à une demi-heure de marche de mon appartement, mais l'air frais me ferait du bien. Je me dirigeais vers le Cowgate, et le chemin le plus rapide à partir de Royal Mile passe par le vieux marché portuaire. Maintenant, je ne suis certain de ne pas avoir à mentionner à quel point la ville d'Édimbourg est parsemée de pentes vertigineuses, et celle du marché est exceptionnelle même en connaissance des lieux. À quelques endroits, elle avoisine entre 30 et 40 degrés d'inclinaison, ce qui est passablement difficile à naviguer lorsque je n'ai pas de scotch en moi. Et tel que rapporté plus tôt, j'en avais pris pour ma part ce soir-là. Ce n'est pas une surprise si je vous dis que j'ai fait une vilaine chute rendue environ à la moitié de la pente. Rétrospectivement, la chute ne fut pas aussi brutale qu'elle aurait pu l'être, mais à ce moment je me suis sentie fort ébranlée, et j'en ai eu quelques ecchymoses. Je m'en suis relevée du mieux que j'ai pu, en constatant tout de même que je n'avais rien de cassé, ni aucune blessure importante. Je pris un moment pour me rouler une cigarette et me calmer. C'est à ce moment que je l'entendis. « Je peux avoir une cigarette ?» J'ai eu une franche surprise qui me sortit de mes pensées puisque j'étais persuadée d'être seule. Rapidement, j'ai repassé mes vêtements de mes mains et j'ai regardé autour pour finalement le remarquer dans la ruelle du côté opposé de la rue. La ruelle était très étroite et mal éclairée avec quelques petits escaliers en colimaçon qui montaient jusqu'en haut des bâtiments. J'ai vu qu'il y avait une espèce de lampadaire, mais il était hors d'usage ou bien quelqu'un ne l'avait pas allumé ce soir-là, ce qui signifie que toute la ruelle était dans une obscurité totale. C'est au milieu de ce tableau et en se tenant dans l'un des escaliers que je vis une figure. C'était difficile d'en dire quoi que ce soit tant elle était plongée profondément dans ce foutoir d'ombre, mais la voix semblait être celle d'un homme. Ses contours informes semblaient se balancer doucement autant que je puisse les voir, et je mis cet effet sous le coup de l'alcool. Oh, il devait être aussi sous que moi, si ça se trouve. J'ai allumé ma cigarette et je lui ai tendu mon tabac sans toutefois m'approcher, et je lui ai demandé s'il avait quelque chose contre les roulés. La figure ne bougea pas, si ce n'est que cet imperceptible mouvement de balancier que je croyais voir. En mettant les événements sur le papier, je comprends maintenant que quelque chose d'évidemment louche se passait. D'ailleurs, je l'aurais remarqué si je n'avais pas autant bu. Mais même lorsque l'étranger redemanda sans intonation « Je peux avoir une cigarette ?» Oui, même à ce moment, je ne comprenais pas d'où venait mon malaise. J'ai fixé l'étranger en tentant vainement que mes yeux s'ajustent à une forme de pénombre pour en discerner quelques détails que ce soit. Tout ce que je réussis à discerner de lui ne fut que l'absence totale d'émotion sur son visage, et le reflet humide de sa peau, tendu sur ses traits enfoncés, comme s'il était en proie à une vilaine fièvre.
Son balancement me sembla maintenant plus prononcé. Il me sembla que ses hanches bougeaient de gauche à droite et d'avant en arrière à la fois. À ce moment, j'avais terminé de rouler ma seconde cigarette et je lui ai offerte candidement en tendant mon bras vers lui, mais il ne bougea pas. J'ai alors décidé que le guignol allait devoir sortir de sa ruelle sinistre s'il voulait sa cigarette. Mais l'homme ne bougea pas, et il ne fit d'autre mouvement que cet étrange dandinement. Pour quelque raison que ce soit, j'ai imaginé une baudroie des abysses avec leur seul point de lumière qui se balance dans les noirceurs, cachant le prédateur, leurrant sa proie. « Je peux avoir une cigarette ?» Il répéta la question, sur le même ton, dénué d'émotion, et je réalisai ce qui clochait. Sa bouche était fermée et l'avait été depuis le début. Peu importe ce qui répétait la question, ce n'était pas cette ombre dans la ruelle. Je regardai où les pieds du corps auraient dû être, et je vis qu'il ne touchait pas parfaitement le sol. C'était en fait toute la forme de l'étranger qui était soulevée et qui se balançait tranquillement, de gauche à droite. J'ai laissé échapper ma cigarette, attrapé mon téléphone en essayant d'en allumer la lampe. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas sauvée ou qu'est-ce que j'espérais trouver dans la ruelle, mais je voulais avoir le meilleur souvenir possible de l'événement. Aussitôt que j'eus sorti mon téléphone, la figure disparut. Elle sembla se plier sur elle-même à partir de sa taille pour s'évanouir dans la noirceur de la ruelle. C'était un peu comme si elle avait été tirée par un élastique vers un point imperceptible, plus loin dans l'obscurité. J'ai finalement allumé ma lampe, et j'ai regardé dans la ruelle, mais rien ne subsistait de l'étranger. Il n'y persistait que le silence et la noirceur. J'ai titubé en remontant la pente pour retourner au Royal Mile. Celui-ci avait au moins toutes ses lumières et un achalandage rassurant. Une fois rendu, je me suis commandé un taxi pour qu'il me ramène à la maison. Je me souviens avoir dormi très tard. Le lendemain, je m'étais assuré de n'avoir aucune classe ou lecture, puisque je voulais avoir le temps de bien me remettre de la fête que j'imaginais et qui fut bien arrosée. Malgré tout, cette rencontre malvenue trottait toujours dans ma tête. Alors, j'ai décidé d'ingérer 2 litres d'eau, des analgésiques et un déjeuner particulièrement gras avant de retourner sur les lieux. L'effet escompté arriva, et je me sentis à nouveau humain. J'étais maintenant assez fonctionnel pour enquêter sur ma mystérieuse rencontre à la lumière du jour. Les résultats n'en furent pas plus que peu éclairants. Il n'y avait aucune trace de ma chute et rien n'indiquait que l'étranger avait déjà même été là. La seule chose que je trouvai dans la ruelle fut une Marlboro rouge qui n'avait pas été fumée. Pour donner suite à tout ceci, je ne sus trop quoi faire. J'ai fait autant de recherches que possible sur l'endroit, mais je n'ai rien trouvé qui corroborait mon expérience des lieux. Il ne semble pas qu'il y avait de folklore ou de légendes urbaines associées à la pente du vieux marché portuaire. Le peu des amis à qui j'ai raconté l'histoire mettent tout sur le coup de l'alcool et d'un type louche qui m'a demandé une cigarette. J'ai bien essayé de rétorquer que je n'avais jamais eu d'hallucination en étant saoul et qu'il n'y avait aucune chance au monde que ce type ait été un homme normal, mais ils ne m'ont toujours pas répondu avec autre chose que ce regard de désapprobation. Vous savez, ce regard empreint de pitié, de consternation. Enfin bref. Après ça, je me suis toujours tue. Je n'ai jamais rien trouvé d'autre sur le sujet, mais quelques jours plus tard, j'ai aperçu un avis de recherche pour une personne disparue. Il s'agissait d'un collègue universitaire nommé John Fellowes. Mais je ne le connaissais pas personnellement, et je ne pourrais absolument rien vous dire sur lui, outre que 2 détails me semblaient pertinents. Il avait été à la même fête que moi, et d'aussi loin que je me souvienne, y était toujours lorsque je l'ai quitté. Et la seconde, eh bien, sur la photo utilisée pour l'avis de recherche, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le paquet de Marlboro rouge qui dépassait de sa poche. Je n'ai toujours pas arrêté de fumer, mais désormais je trouve toujours le moyen d'appeler un taxi, lorsque je reste tard dehors. Fin de la déclaration. L'enquête à ce moment est celle que nous venons d'effectuer en lien
au cas ne nous permettent en rien de corroborer la déclaration de l'expérience de M. Watts. Je voulais initialement ranger le cas dans la pile des cas discrédités, une nouvelle section des archives que j'ai personnellement créée, et qui, je le crois fermement, sera la demeure de la majorité des cas ici. Cependant, Sacha a creusé le cas un peu et il s'avère que la police mentionne 6 disparitions aux alentours du vieux marché portuaire entre 2015 et 2020. Jessica McEwen, en novembre 2015, Sarah Baldwin, en août 2016, Daniel Rawlings, en décembre de la même année, et ensuite Ashley Dobson et Megan Shaw, en mai et en juin 2018. Puis finalement, tel que rapporté par M. Watts, John Fellowes, en mars 2020. Les 6 disparitions n'ont jamais été résolues. Baldwin et Shaw étaient tous deux fumeurs, mais rien ne porte à croire que les autres l'étaient, advenant qu'il y ait un lien qui les unit. Sacha a bien soulevé un détail pertinent dans le cas d'Ashley Dobson. Il s'agit d'une copie de la dernière photographie prise par l'appareil mobile de la disparue et envoyée à sa sœur Siobhan. Elle est titrée « Regarde-moi un peu ce vieux guignol, lol ». Mais la photographie est obscurcie, et il semble qu'il ne s'agisse que d'une ruelle vide, avec quelques escaliers en colimaçon qui montent jusqu'en haut des immeubles. Ce pourrait être la ruelle dont M. Watts fait état dans sa déclaration, celle qui, selon les cartes de l'endroit, mène jusqu'à Tron Square. Mais il n'y a rien qui indique la présence d'un vieux guignol. Il ne semble y avoir personne sur cette photographie. Sacha a pris la liberté de la numériser, de tenter d'en augmenter l'exposition et les contrastes de manière à ce que l'on puisse peut-être croire y apercevoir une grande silhouette masculine aux mains minces au niveau des hanches. Il m'est difficile de me débarrasser de l'impression qu'elle provoque en moi. Fin de l'enregistrement.